Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix de Sud Radio. Je suis tout seul ce soir parce que Cécile a pris un week-end prolongé et en plus elle n'a plus de voix. Alors je dois dire qu'avec l'ensemble des vraies voix, on l'embrasse et on lui souhaite un prompt rétablissement en lui disant à lundi. Avec toute sa voix, bien évidemment. Et elle nous manque. Et elle nous manque. Chose incontournable dans les vraies voix. Parce que faire les vraies voix sans voix, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas les les vrais sans voix, ça pourrait s'appeler. Les vrais sans voix. Au menu des vraies voix, le grand débat du jour à 17h30. La manifestation pro-palestinienne a finalement été autorisée in extremis, hier soir à Paris, place de la République. La préfecture l'avait interdite, mais le tribunal administratif en a décidé autrement. Des slogans Israël assassin ont retenti, mais pas seulement. Oui, vous avez bien entendu, des Allahu Akbar repris aussi par les manifestants. Pensez-vous que les manifestations pro-Palestine vont trop loin? Faut-il systématiquement les interdire? Elisabeth Lévy était contre leur interdiction la semaine dernière dans les vraies voix. Pensez-vous que ces manifestations créent un risque sécuritaire? Ou vous pensez le contraire? On attend vos appels au 0826 300 300. À 18h37, notre coup de projecteur. Une explosion dans un hôpital de Gaza a provoqué des manifestations dans les capitales des pays arabes cette semaine. Un bombardement israélien, affirmait le Hamas, évoquant des centaines de morts. Un accident de roquette du djihad islamique, affirmait au contraire l'État hébreu. Version accréditée par le président Biden et les analyses d'images du New York Post notamment. Par ailleurs, les morts de cet hôpital ne se compteraient pas par centaines, mais plutôt par dizaines. Alors est-ce que pour vous c'est la bonne version? Qui a la bonne version? A priori, ce sont bien les Israéliens et les Américains qui ont la bonne version. Est-ce que pour vous, on est dans une guerre de l'image? Rappelez-vous, aux États-Unis, le drame pour les Américains qui avait représenté cette image d'une fillette vietnamienne nue dont le visage avait été, on peut dire, rasé au napalm. Est-ce que vous pensez que les images vont jouer un rôle clé dans cette guerre? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et nos éditorialistes du jour. Bonsoir. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Philippe Bilger. Attention, Philippe enlève le haut. Président de l'Institut. Il est en train de se déshabiller. Là, quand je lui dis bonsoir Philippe Bilger, il commence à défaire son gilet. Vous êtes tellement érogène. Ah bah écoutez, ça Virginie, je crois qu'on peut partir. Non, restez mesdames. Restez tout de même. J'ai peur de subir une agression bilgérienne. Non, ou alors, je suis tout de même capable d'une ambiguïté. Président de l'Institut de la Parole, auteur de Libre Propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Ça va Philippe Bilger? Ça va très bien. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va Elisabeth? Ça va, n'étaient les tristes nouvelles qui finissent par me taper un peu sur le ciboulot, je reconnais. C'est pour ça que quand on peut se décontracter un petit peu dans les vraies voix, on en profite. Et vous allez voir, aujourd'hui, on a un qui c'est qui l'a dit, qui devrait vous amuser. Mélangeons. Pardon. Retaillons. Et notre troisième vraie voix, Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez l'air en pleine forme aussi. Je le suis, même si, comme le dit Elisabeth, la période est quand même tellement anxiogène et tellement triste. Mais on va vous bisuter aujourd'hui. Vous allez voir, le bisutage, c'est le qui c'est qui l'a dit. Bon, permettez-moi de vous dire que je suis assez inquiet pour Philippe Bilger parce que la déclaration qu'il vient de me faire alors qu'il vous a toutes les deux en face de lui. C'est vrai, on n'est pas habitué. D'habitude, Philippe s'adresse à plus lui. agréable à regarder que moi. Philippe a dit une phrase formidable. Il a dit « Je suis capable d'ambiguïté ». Parfois, on se demande s'il est capable de ne pas être dans l'ambiguïté. C'est une de ses spécialités, l'ambiguïté. Oui, il a raison. Il veut pas d'ennui. Allez, tout de suite, le répondeur des vraies voix. C'est Claire de Paris. Je viens d'entendre le thème de votre émission. Alors, il est évident que ces alertes à la bombe et c'est pour créer, on le sait malheureusement, un climat de peur, pour pas employer un autre mot qui ferait trembler. Ils veulent casser notre économie. Alors, les petits commerces ont déjà trinqué avec le Covid, ils redressaient un petit peu, et là, ça va recommencer. Mais où en sommes-nous arrivés? Voilà. Et c'est une fois de plus le e-commerce qui va en profiter. Par contre, il y a un commerce qui reprend, là, c'est le trafic de drogue, en plein 15e arrondissement. Merci. Vous entendez Claire de Paris? On a parlé hier des alertes à la bombe, le musée du Louvre évacué, les aéroports, alors n'en parlons pas, c'est une épidémie. Les lycées, bon là c'est pas du commerce évacué, mais c'est tout aussi grave, soit dit en passant. Le château de Versailles, est-ce que quelque part ça
risque pas, on disait que le tourisme risquait d'être mis en danger, de mettre notre économie à genoux, Philippe Bilger. Ah ben, à genoux, je sais pas, mais en tout cas, en mauvaise posture. Mais comme j'ai 2 spécialistes de l'économie face à moi, je vais laisser Virginie développer longuement ce qu'elle a à dire. C'est lui qui distribue la parole maintenant, Virginie. Non. Pas longuement, mais déjà, les hôteliers, les restaurateurs commencent à tirer la sonnette d'alarme parce que, visiblement, il y a des annulations massives des réservations dans les prochaines semaines, notamment à Paris, puisque évidemment les informations vues de l'étranger sont calamiteuses pour la France. Je confirme, j'ai un ami qui vend du vin au restaurant, il m'a dit en ce moment la fréquentation des restaurants est vraiment pas bonne du tout, je l'avais au téléphone il y a une demi-heure. Elisabeth Oui, Lévy. le restaurant à côté de chez moi, il y a un hôtel, je lui ai demandé, il m'a dit que les gens revenaient. Moi j'ai plutôt l'impression que des mauvaises nouvelles, il y en a partout, vous n'êtes pas plus en insécurité à Paris qu'à Arras ou à Bruxelles. Donc je suis pas sûr, non, mais surtout, oui, évidemment, si vous voulez que ça crée un climat anxiogène qui n'est pas bon pour la consommation, comme la consommation chez nous, c'est le Graal de l'économie, c'est très mauvais. Mais moi, je dois dire, je le reconnais que, si vous voulez, ça me paraît, pour l'instant, ce que je vois comme problème principal, c'est la société dans laquelle nous sommes, qu'Emmanuel Macron a d'ailleurs senti, puisque lui-même parle de risque il dit désunion, je crois, ce qui me semble un peu faible. Et voilà, bon, alors oui, il y a des conséquences économiques et surtout, il y a un climat. Je sais pas, les gens vont plus dans les magasins, en fait, c'est ça ? Notamment au restaurant, il y a une baisse de fréquentation, par exemple, mais avec les alertes à la bombe, peut-être que les gens vont moins se déplacer, ça c'est une réalité. Allez, tout de suite... Surtout si on ferme les aéroports 3 heures par jour. Hein. Oui. Tout de suite, notre auditeur du jour, direction Port-le-Cat. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir à vous. Bienvenue dans Les Vraies Voix, vous êtes notre vraie voix du jour, et vous avez un coup de gueule à pousser. J'ai un coup de gueule à pousser, effectivement. Mon problème est le suivant, je suis divorcé depuis bientôt 10 ans et je paye une pension en viager à mon ex-épouse. Pension qui, elle, est assujettie à une révision annuelle en fonction des indices des coûts de la vie. Et je me retrouve en 9 ans à ce jour à une augmentation de pension que je lui verse chaque mois de plus de 13%, alors que je peux vous assurer que ma retraite est loin d'avoir augmenté de 13%. Donc c'est bien beau de mettre des indices en place, mais peut-être faudrait-il aussi mettre des indices pour les retraites. Alors, restez avec nous, Claude. C'est vrai que c'est un sujet qui pose question, tout ce qui est prestations compensatoires, pension alimentaire. Je me rappelle d'un chanteur populaire qui s'appelait Patrick Topalov, qui avait divorcé au moment où il avait du succès et qui s'est retrouvé en prison parce qu'un jour il n'a plus de succès, il ne pouvait plus payer la pension alimentaire ou la prestation compensatoire et il s'était retrouvé directement derrière les barreaux. Ça pose aussi question. Il faut pas dire pension alimentaire. La pension alimentaire, c'est pour les enfants. Oui. Alors elles doivent être révisées, mais ça, moi, ce qui m'a toujours paru un peu bizarre, c'est qu'on doit payer ad vitam aeternam, que ce soit l'homme ou la femme. Souvent, c'est l'homme qui doit payer à la femme. Si vous voulez, comme si vous voulez, il y avait un droit à vie d'être entretenu par quelqu'un qui l'a fait pendant 10 ans, par exemple. Moi, je trouve ça assez étrange. Mais ce qui est surtout ce qu'on connaît tous des cas autour de nous, de gens, si vous voulez, qui ont effectivement été amenés à payer des montants importants au départ parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, et puis surtout dans nos métiers, vous savez bien que ça vient, et ça, c'est vraiment... Virginie Calmel, c'est une réaction ? En fait, notre auditeur est en train de souligner un peu l'aberration de l'indexation qui, pendant des décennies, n'a pas subi l'inflation. Et comme là, on repart sur une inflation importante, effectivement, il y a des index qui vont peut-être plus être aussi pertinents pour... quand c'était à la marge, il y avait des petites augmentations, mais quand il explique que ça représente 13% d'augmentation, donc je pense que ce qu'il veut nous dire, et je crois qu'il a raison, c'est qu'il faut faire surtout attention à ces indexations et qu'il va falloir, dans un monde où l'inflation ne va pas disparaître du jour au lendemain, revoir sans doute un certain nombre d'index qui sont utilisés soit dans les pensions, soit dans tout un tas de contrats, en fait, parce qu'il n'y a pas que dans le cas de divorce et de séparation. Claude, vous restez avec nous, vous êtes notre auditeur du jour, vous pouvez déjà commencer à réviser pour le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. À 17h30, notre grand débat, #Al-Akbar, #République. Les manifestations pro-palestiniennes sont-elles gangrénées par l'islamisme ? On en parlera avec Emmanuel Razavi, grand reporter et auteur de plusieurs livres, notamment sur les frères musulmans. On se retrouve dans quelques instants pour le
réquisitoire du procureur et les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Restez bien avec Les Vraies Voix sur Sud Radio. Pense sur www.e.leclerc. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec ce soir Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Virginie Calmels. À 17h30, notre grand débat, hashtag Allah Akbar, hashtag République. Les manifestations pro-palestiniennes sont-elles gangrénées par l'islamisme? Et pour le moment, vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Juste après le réquisitoire, les 3 mots du jour. Qui sont? On va parler des négociations des otages du Hamas, des négociations pour les otages du Hamas. Ça continue au niveau des fausses alertes à la bombe. Et puis la vigilance rouge levée dans les Alpes-Maritimes. En 3 mots, ça donne donc hommage abruti et intempérie. Tout de suite, c'est dans quelques instants. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre la sœur de l'ex-ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. J'ai eu peur qu'abruti soit pour moi. J'ai été inquiet. Mais sérieusement, avant, si vous le permettez, Philippe, au risque de désorganiser votre rythme d'animateur, j'ai promis aux élèves de 3e de Noisy-le-Grand du collège Françoise Cabrini de leur faire un petit salut. J'en viens, ils sont très remarquables. Ils ont été très intéressés par nos échanges et je tiens ma promesse. Eh bien, je les salue aussi. Et on les salue aussi. On les salue aussi. Et on les embrasse. Et Noisy-le-Grand, c'est bien, franchement. Et bonnes vacances. La sœur de Pape Ndiaye, en effet, a dit des États-Unis qu'elle dénonçait la violence délirante de l'extrême droite française contre son frère. Je trouve qu'elle exagère un peu parce que tout de même son frère, il était d'abord un très mauvais ministre. Alors ensuite, l'extrême droite que lui et elle mettent en permanence en avant, je ne vois pas ce qu'elle vient faire ici. Et la meilleure preuve qu'il a été un mauvais ministre, c'est qu'on a un successeur qui a fait bien mieux que lui, et le contraste est éclatant. Donc vous voyez, mon cher Philippe, je tiens la minute. Oh bon, c'est parfait. Elisabeth Lévy. Non mais bon, qui lève le doigt comme une élève bien élevée du collège Cabrini. Du collège Cabrini. Non mais bon, ce truc de l'extrême, si vous voulez, c'est la faute à l'extrême droite devient pratiquement risible. Je crois qu'il y a un moment où les choses, on devrait s'amuser d'un certain nombre de ridicules plutôt même que de s'en indigner, même si Philippe a évidemment parfaitement raison, parce qu'en réalité, le sous-texte derrière ces accusations, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer Pape Ndiaye sans être traité de raciste. C'est ça, la vérité qu'il y a derrière. Mais alors, ça m'a rappelé, quand vous m'avez parlé de ça, c'est Marine Ndiaye, hein, c'est ça, c'est Marine Ndiaye, qui est écrivain, qui est un bon écrivain d'ailleurs, et qui au moment de l'élection de la campagne électorale de 2007 avait écrit, je me rappelle dans les Inrocks, c'était la une, si Sarkozy est élu, je pars en Allemagne. Et j'avais à l'époque un causeur, Luc Rosenzweig, qui malheureusement est mort depuis, et lui m'avait dit, c'est marrant parce que moi mes parents ont fait exactement le chemin inverse. Un mot pour réagir à Philippe Bilger. Ouais, je peux rien ajouter à ce que vient de dire Elisabeth ou Philippe, c'est grotesque. Et puis au-delà de ça, moi je voudrais saluer l'excellente rentrée de Gabriel Attal. Et pourtant je ne suis pas macroniste, mais je trouve vraiment qu'il faut saluer quand et Darmanin et Attal sont en train enfin de donner le virage que nous attendions sur ce qu'on pourrait appeler une droitisation, mais surtout pour moi du bon sens dans l'éducation. Je pense qu'il faut encourager Gabriel Attal, et évidemment le choc avec la comparaison avec Pape Ndiaye est évident. Pape Ndiaye n'était pas à sa place, il a braqué une grande partie des gens qui sont d'ailleurs pas politisés outre mesure, qui veulent juste que leurs enfants réussissent à l'école, et objectivement il a été un piètre ministre de l'éducation. Donc je ne vois pas là le bras armé de l'extrême droite, tout ça est ridicule, il était juste pas compétent et pas à sa place. Tout de suite, 3 mots dans l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. 3 mots qui sont otages, abrutis et intempéries. La France fera tout pour qu'ils reviennent sains et saufs, la promesse d'Emmanuel Macron, famille d'otages français du Hamas. 18 fausses alertes à la bombe dans les aéroports encore aujourd'hui. 10 d'entre eux ont été évacués, des petits plaisantins, disait Éric Dupond-Moretti avant-hier. De gros abrutis, ajoute aujourd'hui son collègue des transports, Clément Beaune. Et puis vigilance rouge levée dans les Alpes-Maritimes qui échappe au pire. 3 ans après la tempête Alex,
Nice. Aline a tout de même emporté un pont provisoire à Saint-Martin-de-Vésubie, mais aussi des bus vides de l'agglomération niçoise. Les vraies voix Sud Radio. La France n'abandonne pas les siens, assure Emmanuel Macron aux familles d'otages français du Hamas. Il s'adressait à eux ce midi en visioconférence aux côtés de la ministre des Affaires étrangères. 7 Français restent portés disparus après l'attaque du 7 octobre. 1400 personnes tuées, 203 otages. Le comité international de la Croix-Rouge négocie avec toutes les parties en présence, y compris avec le Hamas, pour obtenir leur libération et en attendant pour obtenir des visites à ces captifs, explique Imen Trabelsi, porte-parole régionale du CICR. Notre objectif, bien sûr, une bonne partie de ces discussions-là, c'est le discours bilatéral et confidentiel. Il y a très peu d'informations qu'on peut partager publiquement. Il y a des discussions. Nous, on rappelle que le droit humanitaire international, il interdit la prise d'otages et nous appelons à une libération le plus tôt que possible. Mais entre-temps, nos discussions, en fait, ils veulent mener éventuellement à commencer nos visites, les visites du CICR des personnes prises en otage. Et nous nous tenons prêts à être l'intermédiaire humanitaire lors de cette potentielle libération. Imen Trabelsi du comité international de la Croix-Rouge au micro Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin. Selon elle, l'aide humanitaire tant attendue à Gaza devrait commencer à entrer au compte-gouttes par la frontière égyptienne. C'était prévu qu'un premier batch se passe aujourd'hui, un batch de 20 camions d'aide humanitaire basique, principalement de la nourriture, des médicaments et puis de l'eau. Pour préparer ce passage de l'aide internationale, le secrétaire général de l'ONU se rend sur place à Rafah, au point de passage donc entre l'Égypte et Gaza. Une réaction très rapide sur les otages, c'est quand même terrible. C'est terrible et j'espère que le Hamas... moi, je peux pas dire que j'ai une angoisse très forte parce que j'imagine mal qu'une organisation terroriste de cette nature va faire preuve de bienveillance, d'humanité. Je crains le pire. Elisabeth Lévy. Ah oui, ça, moi j'y pense beaucoup parce que c'est vraiment épouvantable. Ils ont vraiment pris des gamins, des bébés. On a retrouvé d'ailleurs le corps de Français, de certains Français qui avaient été emmenés mais qui devaient être jugés comme encombrants. C'était la dame qui était malade, la fille sur sa chaise roulante et qui a été jetée là. Donc, mais je dois vous dire que je serais plus rassuré si je savais que les forces spéciales de nos pays sont sur le coup, plus que par les négociations avec le CICR et tous les bazars onusiens qu'on va nous trouver. Un mot, Virginie Calmels? Non, mais malheureusement, il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sent bien que les négociations, je vois pas très bien où ça peut mener et que le Hamas va utiliser ça, mais ce sera l'objet de notre deuxième débat en termes d'image, parce que malheureusement, il y aura probablement beaucoup de morts dans ces otages. Deuxième mot, abruti. La série de fausses alertes à la bombe continue encore aujourd'hui, Félix. Au moins 18 aéroports en ont encore reçu. Bordeaux, Béziers, Lille, Beauvais, Tarbes, Nantes, Brest, Toulouse, Carcassonne, Lyon, Pau, Nice, Biarritz, Rennes. 10 d'entre eux ont dû être évacués. Grosse pagaille à l'orée des vacances de la Toussaint. La sanction peut aller pourtant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende sans compter les dommages et intérêts, rappelait le ministre de la Justice avant-hier. Ces petits plaisantins, ces petits guignols. Eh bien, aujourd'hui, son collègue ministre des Transports, Clément Beaune, a repris le qualificatif tout en l'enrichissant même encore un peu. Les petits malins ou les petits plaisantins qui se livrent à ce genre de jeu sont en fait de gros abrutis, voire de grands délinquants. Et nous ne laisserons rien passer sur leurs actions dans le climat que nous connaissons. Je remercie évidemment les équipes de gendarmerie, les équipes des aéroports qui se sont mobilisés pour assurer la sécurité, pour éviter toute panique ou toute inquiétude, et les passagers qui ont toujours réagi dans le calme. Mais il faut être très clair, cette situation est inacceptable. Chaque aéroport est invité à déposer une plainte pour chaque cas d'alerte reçu. Et 80% des plaintes ont d'ores et déjà été déposées et enregistrées. Le château de Versailles a encore été évacué pour la 5e fois de la semaine aujourd'hui. L'auteur d'ailleurs de la 4e fausse alerte du château, celle d'hier, a été arrêté, indique le Parisien aujourd'hui en France. Il s'agirait d'un habitant de Paris, 18e arrondissement, âgé de 37 ans, sans emploi, dépressif et présentant des troubles psychiatriques. 3e mot, intempérie. Comme prévu, la vigilance rouge a été levée à 10h sur les Alpes-Maritimes. Oui, beaucoup moins de dégâts qu'il y a 3 ans lors de la tempête Alex, même si un pont provisoire a été emporté à Saint-Martin-de-Vésubie, tout comme les bus de l'agglomération de Nice. Mais pas de morts, ni de blessés, ni de disparus, se réjouit Benoît Hubert, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes. À Saint-Martin-de-Vésubie, il y avait déjà des évacuations préventives qui avaient été réalisées dès hier soir en liaison avec la mairie pour mettre
en sécurité, notamment les occupants de maisons qui, depuis la tempête Alex, étaient clairement inondables et dont on savait qu'elles étaient vulnérables. Donc les occupants avaient été évacués. Dans la matinée, il y a un immeuble d'habitation collective avec une quinzaine de personnes qui a été évacué de façon préventive. On craignait qu'éventuellement celui-ci puisse être touché par la crue. À l'heure à laquelle je vous parle, ce n'est pas le cas. Le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes au micro AFP de Franck Trivio. Les établissements scolaires restaient fermés aujourd'hui pour cause de vigilance orange. Merci beaucoup Félix Mathieu. Tout de suite, hier soir à Paris, des slogans comme Israël assassin ou Allah Akbar ont été scandés dans la manifestation pro-Palestine qui se tenait place de la République. D'où notre grand débat. Les manifestations pro-palestiniennes sont-elles gangrénées par l'islamisme? Vous êtes 80% à dire oui. Avec nous, Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient qui collabore notamment à Paris Match et Franc-Tireur. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Peut-on imaginer l'implication des frères musulmans dans les manifestations pro-palestiniennes? Écoutez, en ce qui me concerne, c'est une évidence. La réponse est oui. Et bon, on se retrouve tout de suite pour en débattre. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. C'est Aude qui attend vos appels. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Virginie Calmels. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Nous sommes tous des Palestiniens! Nous sommes tous des Palestiniens! Il y a des gens qui veulent manifester, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, défendre le Hamas, etc. J'espère de tout cœur que cette manifestation sera pour la Palestine et ne sera pas pour une haine pour les Juifs. Nous ne sommes pas là pour justifier les crimes du Hamas ou d'autres, juste pour dénoncer un crime de guerre. On condamne que ce soit les frappes en Israël ou en Palestine, c'est des humains qui meurent. La vie humaine, elle n'a pas de poids de mesure. La vie humaine, elle n'a pas de prix. La manifestation pro-palestinienne a finalement été autorisée in extremis hier soir à Paris, place de la République. La préfecture l'avait interdite, mais le tribunal administratif en a décidé autrement. Des slogans Israël assassin ont retenti, mais pas seulement. Des Allahu Akbar repris aussi par des manifestants. Alors pensez-vous que les manifestations pro-Palestine vont trop loin? Faut-il les interdire? Et pensez-vous qu'elles causent un risque sécuritaire? Venez témoigner au 0826 300 300. Avec nous Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Il a fait de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et les frères musulmans. Il collabore notamment avec Paris Match et Franc-Tireur, son dernier livre, Les coalitions de l'ombre, aux éditions 6e, où il révèle les liens entre l'Iran et les organisations terroristes sunnites. On va faire un tour de table tout d'abord. Philippe Bilger, est-ce que vous pensez que les islamistes gangrènent ces manifestations? Ah ben c'est clair. Ce que vous pensez à 80% sur Twitter d'ailleurs. Je continue à trouver un peu discutable la position du Conseil d'État qui dit que c'est au préfet de régler le problème au coup par coup, alors qu'il sait parfaitement, ce Conseil d'État, que même les intentions les plus pures, s'il en existe, au niveau de ces manifestations, sont immédiatement gangrenées par des slogans odieux, et il n'y a pas d'autre moyen entre l'interdiction pure et simple, si on la faisait respecter, et ce qu'on tolère aujourd'hui. Si j'avais à arbitrer, je n'hésiterais pas une seconde. Mais encore faut-il permettre que l'interdiction soit respectée. Elisabeth Lévy. Le problème, c'est qu'en fait, à chaque manif, quelle qu'elle soit, vous avez toujours des slogans horribles. Dans plein de manifs, vous avez des slogans sur la police absolument inacceptables. Vous avez dans des manifs qui n'ont rien à voir avec la Palestine. Donc si vous voulez, si on se met à interdire, on risque d'aller très loin, parce qu'il y a peu de manifs qui se déroulent avec des gens seulement civilisés. Je veux dire, pardon. Maintenant, sur ces manifs-là. D'abord, c'est même pas qu'elles sont gangrénées par l'islamisme, c'est qu'il y a une confusion des publics. Si vous voulez, c'est le même public qui est islamisé, qui a fait d'une cause palestinienne qu'il fantasme parce qu'il n'y connaît rien d'ailleurs, sinon il saurait que tout ce qui se passe va tout à fait contre, malheureusement, l'amélioration du sort des Palestiniens. Mais c'est le même public, si vous voulez. Donc, j'appellerais ça, moi je ne dis pas. Je pense pas, si vous voulez, ça n'est pas illégal, je crois. C'est indécent de crier Allahu Akbar dans une manifestation une semaine après qu'un professeur a été tué sur ce même cri. C'est indécent, mais à ma connaissance, ce n'est pas illégal de crier Allahu Akbar. C'est le cri de guerre de nos ennemis, si vous voulez, c'est vrai. Donc je le redis, c'est indécent, abject, dégueulasse.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit interdit. Et moi, j'appellerais ça, je sais pas si la boutique des frères musulmans existe en tant que telle. Si vous voulez, elle a plutôt des relais associatifs. Emmanuel va nous en parler, mais j'appellerais ça du frérisme d'atmosphère, pour paraphraser Gilles Kepel, et ça va très loin maintenant. Virginie Calmel. Mais je pense que ce ne sont pas des réelles manifestations de soutien à la Palestine et aux Palestiniens. Et je crois que c'est ça l'essentiel du débat. C'est qu'au fond, on voit bien que dans ces manifestations, d'abord il y a des gens qui expliquent Israël assassin, Macron assassin. Enfin, on voit que c'est un ramassis de contestataires, évidemment totalement gangrénés par l'islamisme, bien sûr, avec beaucoup de provocations. Je ne vois pas dans ces manifestations un réel soutien aux Palestiniens. J'ajoute que quand on veut réellement essayer de faire avancer les choses, des femmes, j'ai envie de leur rendre hommage, avaient fait par exemple en 2016 une marche en Israël pour la paix, et il y avait des femmes hébraïques, il y avait des femmes chrétiennes et il y avait des femmes musulmanes unies pour la paix. Là, on peut se dire, bon, ok, on comprend la démarche, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Dans ce qu'on entend là, malheureusement, rien de positif, ça va au-delà de l'indécence. Moi, je trouve que crier à la Wakba aujourd'hui dans une manifestation, c'est un peu la même chose que quand des gens faisaient des saluts nazis. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même sur... on peut pas tout se permettre, et pourtant, je suis une libérale, et Dieu sait que je crois en la liberté d'expression. Sauf que c'est pas interdit par la loi. C'est interdit par la loi de faire des saluts nazis. Oui, c'est pour ça que j'ai préféré le mot d'indécence, ou dégueulasserie, ou saloperie, ou ce que vous voulez. Mais je trouve que ça s'apparente un peu à la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, malheureusement, peut-être il faudra veiller à ce que certaines choses ne soient pas acceptables. Il faut préciser que dans une mosquée, la Wakbar est parfaitement licite. Absolument. Avant de retrouver Emmanuel Razavi, je donne une info qui vient de tomber. Hôpital à Gaza, une source militaire européenne, cette fois-ci, attribue l'explosion à un tir raté de roquette. C'est une source européenne après les Américains. Emmanuel Razavi, alors qu'est-ce que vous en pensez après avoir entendu nos trois vraies voix ? Alors, écoutez, je reviens sur ce qui est dit, qui est assez juste. Enfin, Elisabeth parlait de frérisme d'atmosphère. Oui, il y a un frérisme d'atmosphère, mais vous savez, contrairement à ce que disait le président de la République, il n'y a pas que des éléments radicaux, en fait, qui manifestent. Il y a des associations islamistes derrière qui prônent depuis 30 ans l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Et ces associations qui sont alors notamment soutenues par le Qatar, par la Turquie, on le sait, aussi par l'Iran, elles ont aussi des liens avec l'Iran, on y reviendra peut-être. Elles ont toujours cherché à importer en fait le conflit israélo-palestinien en France. Donc pour moi aujourd'hui, ce ne sont pas tant des manifestations que des opérations en fait qui sont montées de toute façon pour fracturer davantage la société française. Vous savez Philippe, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur ces réseaux-là, je les connais extrêmement bien, j'ai écrit des livres là-dessus, je fais beaucoup d'enquêtes. On est dans quelque chose qui dépasse la simple manifestation. On est dans des choses qui sont, de mon point de vue, encore une fois, qui sont orchestrées, organisées pour amener davantage d'instabilité et davantage de fractures. C'est pas un hasard d'ailleurs. C'est pas que Place de la République à Paris que ça se passe. Ça s'est passé dans plusieurs villes d'Europe. Voilà, il faut regarder. Moi, je scrute un peu ce qui se passe, en Allemagne, en Espagne, etc. Ça s'est passé là-bas aussi. Vous voyez, donc c'est pas un hasard. Emmanuel, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à soutenir que ces islamistes profitent de notre démocratie avec la seule visée de les détruire ? Mais Philippe, vous avez entièrement raison. Alors non seulement on peut le penser, mais ils l'ont écrit. Si vous regardez en fait les textes, par exemple, de l'organisation des frères musulmans, ils ne s'en cachent pas. Et c'est des textes qui datent pas d'hier. C'est des textes qui remontent aux années 30. Donc ils le disent déjà à l'époque. Si vous regardez les textes fondateurs de la République islamique d'Iran, moi je vous engage à vous reporter parce que votre question elle est très très intéressante, Philippe. Au petit livre vert, c'est le fameux livre vert en fait de l'ayatollah Khomeini. Il dit rien d'autre que ça. Il parle de la faiblesse en fait des démocraties occidentales. Il explique en fait comment il faut les briser. Mais si on met tout ça aussi en parallèle, des cours fondateurs de l'organisation terroriste Hamas, on retrouve exactement les mêmes termes. Tout ça n'est pas un hasard. D'ailleurs, tous ces gens-là ont en commun de parler en fait de djihad, alors soit mondial, soit global. Ça dépend des organisations, d'accord, et de dire viendra le moment où. Alors attention, je suis pas en train de dire que le moment est venu, peut-être dans la tête de certains esprits déséquilibrés, mais c'est des questions aujourd'hui que on doit de toute façon en fait se poser. Donc votre question elle est parfaitement légitime, Philippe.
Mais, Elisabeth Lévy. Oui, Philippe a aussi posé, à mon avis, une question cruciale, qui est celle de, on interdit des manifs, mais on ne fait pas respecter l'interdiction. Et par ailleurs, vous voyez bien que ça nourrit dans les quartiers le narratif qu'on connaît. Pour les Juifs, on déroule le tapis rouge et on les laisse manifester. Alors moi, j'y étais d'ailleurs à la manif de soutien à Israël. Il y a évidemment pas eu l'ombre d'un débordement. Évidemment, c'était calme, c'était donc. Ceci expliquant. Mais n'empêche que dans les banlieues, c'est pas ça qu'on se dit. On se dit, regardez, pour les Juifs, c'est tapis rouge, et pour nous, comme d'habitude, l'islamophobie, patin couffin. Donc, si on cumule ces deux choses, et la première objection de Philippe est cruciale, il le dit à chaque fois parce qu'il a raison. Si vous voulez, cette interdiction, on discute d'une interdiction qui n'existe pas en vrai. Donc, si on ajoute à ça que, à mon avis, la démocratie, c'est le régime qui peut entendre, si vous voulez, ses adversaires, qui peut laisser ses adversaires parler, je suis assez sceptique sur l'interdiction générale. On part au 0826 300 300, le sujet fait beaucoup réagir. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Philippe, bonsoir les vrais voix. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en ai un peu ras-le-bol, pour tout vous dire. Hier, il y a eu cette manifestation interdite avec de la communication pro-islamique. Il faut bien faire le distinguo entre le religieux et le politique. Aujourd'hui, on apprend que la statue à l'île de Ré, au nom de la laïcité, va être déplacée. Alors, je rappelle pour les auditeurs, il y a eu le Conseil d'État a dans le même temps autorisé les manifestations pro-Palestine, mais validé la destruction d'une statue de la Vierge à l'île de Ré. Je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà. On apprend également que Daniel Obono, accusé d'apologie du terrorisme, est nommé à la Cour de justice de la République. Et en attendant, voilà, on subit encore ce laxisme, cette perte d'autorité de l'État. Voilà, on n'aurait pas imaginé ça il y a 30 ans. On subit des dérives qui nous amènent dans l'entre-soi communautaire et qui fracturent en effet notre société, notre projet collectif, et qui nous amènent, je le dis clairement, à notre perte. Et c'est en effet, c'est voulu. Donc à un moment donné, il y en a marre. Il faut dire stop à ce laxisme. Il faut réagir et punir ce qui doit être puni. Merci beaucoup Ludovic. Non, j'ai failli vous appeler Ludovic Calmels, Virginie Calmels pour réagir. On demande l'avis d'Emmanuel Razavi. On repart au 0826 300 300. Je suis complètement d'accord avec Ludovic et notamment sur cette décision qui, franchement, les bras nous en tombent. Ces histoires de vierges. Oui, c'est le Conseil d'État dans le même temps. Moi, ça me choque c'est quand même surprenant. Profondément parce que on se targue d'être un pays laïque et en fait, on est en train de faire la négation du fait religieux. Et la laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux. Et on est en train de vouloir anéantir notre culture, nos racines. Et c'est aussi ça le combat qui s'ouvre aujourd'hui. C'est-à-dire que malheureusement, il faut aussi qu'on soit en défense d'un certain nombre de nos principes, de nos valeurs, de notre culture, de nos origines, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tolérance devant les autres religions, mais je suis atterrée, moi, par cette décision de justice. Non, mais juste, excusez-moi, moi, je parle avant Philippe pour qu'il puisse répondre aussi. Il me semble quand même le Conseil d'État n'interdit pas d'interdire. Il dit qu'on ne peut pas prendre une interdiction générale de toutes les manifs. On ne peut quand même pas exclure qu'il y ait des gens tout à fait bienveillants et fréquentables qui soient aussi dans la défense des Palestiniens aujourd'hui. Je veux dire, il faut pas non plus, on peut pas tous les remettre. Et donc, il dit juste que c'est au préfet de le faire avec examen à chaque fois du dossier. Donc, je vois pas en quoi le Conseil d'État, je les défends pas souvent, mais là, je vous trouve sévère. Oui, mais Elisabeth, on sait pertinemment que dès qu'une manifestation pour la cause palestinienne est engagée, des slogans odieux y sont proférés. On le sait, c'est inéluctable. C'est vrai aussi. D'ailleurs, à quoi ça servirait une manifestation pour la cause palestinienne, d'une certaine manière, si malheureusement le paroxysme de l'horreur verbale ne se développait pas? Je vois mal ce qu'il pourrait dire. Il pourrait dire qu'il souffre pour les civils de tous les camps. Il pourrait dire du recueillement, des choses bien inspirées pour les victimes. Il n'est peut-être pas nécessaire pour ça de manifester. On peut le garder. C'est ce qu'on fait les gens pour soutenir Israël. Ça, vous pouvez dire que ça sert à rien. Je suis assez d'accord. Mais par ailleurs, il peut y avoir des manifestations de solidarité. Il y en a eu avec l'Ukraine. Il y en a eu qui soient pas atroces. Or, vous avez raison.
Pardon, en l'occurrence, elles le sont toujours. Donc c'est un problème, je reconnais. Et Emmanuel Razavi, pour réagir à ce que disait Ludovic, que la société, il lui semble qu'elle est en train d'imploser. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais vous savez, encore une fois, moi j'aime bien retourner aux textes fondamentaux en fait des frères musulmans ou de ces organisations islamistes. Depuis des décennies, leurs principaux théoriciens expliquent qu'il faut en fait s'appuyer sur des relais dans la société, dans les sociétés démocratiques, en général plutôt à l'extrême gauche, d'accord, pour porter un discours qui est un discours en fait déstructurateur. C'est exactement ce à quoi nous avons été confrontés, je crois, depuis une trentaine d'années dans un pays comme la France, pas que, parce que l'Espagne n'y échappe pas non plus, par exemple, mais en France on a été confrontés à ça, et aujourd'hui, tout simplement, on en touche, si je puis dire, on le touche du doigt, on en paye le prix, voilà. Donc c'est pas que les islamistes, ce sont les islamistes qui se sont appuyés à un moment donné, notamment les frères musulmans, sur des relais d'extrême gauche pour déconstruire en fait notre identité, déconstruire en fait notre histoire, et l'aboutissement dans une période, si vous voulez, où on nous parle beaucoup de wokisme, et c'est pas neutre ce que je dis là, évidemment, ça arrive au fait que on met en avant une forme de relativisme, nous pousse à mettre en avant, si vous voulez, l'islamisme, à considérer que les frères musulmans, parce qu'ils incarnent l'islam politique, sont des interlocuteurs tout à fait, en fait, corrects, tout à fait possibles. Je rappelle que les frères musulmans ont fourni des cadres à Al-Qaïda, à Daesh, que le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Donc, c'est la matrice du terrorisme. Mais on trouve ça très bien de leur parler. Vous avez un certain nombre d'intellectuels de gauche en France qui, depuis 30 ans, défendent cette idée-là. Les mêmes intellectuels qui, très souvent, sont installés dans un relativisme et qui ont été les premiers à se positionner, comment dire, comme les déconstructeurs, si vous voulez, en fait, d'une identité culturelle française qui aboutit en fait à déboulonner ou à enlever des statues de la Vierge Marie. Avec nous, notre vraie voix du jour, Claude. Bonsoir Claude. Oui, bonsoir. Votre réaction sur ce thème, est-ce que vous pensez que les manifestations pro-palestiniennes sont gangrénées par l'islamisme ? Oui, tout à fait. Mais moi, il y a surtout une chose qui me heurte par rapport à cette situation, c'est que on est totalement dans le silence de la part des musulmans qui laissent salir leur religion par les islamistes. Je n'attendrai qu'une chose, moi, aujourd'hui, c'est d'entendre les musulmans, justement, se mettre en retrait par rapport aux déclarations des islamistes qui sont en train, de souiller leur religion. Je vous dis ça, je suis agnostique, donc je veux dire, je prends pas parti, je veux pas prendre parti non plus pour l'Israël ni pour la Palestine, mais je suis étonné qu'il n'y ait aucun geste, aucune manifestation, aucune opposition de la part des musulmans qui laissent utiliser leur religion, qui je pense est respectable, par des islamistes qui sont en train, en fin de compte, il va arriver un moment donné, c'est que les gens vont faire un amalgame entre les islamistes et les musulmans. Le problème, c'est que il y a à la fois de la peur, parce que c'est vrai que dans certains quartiers, il y a vraiment l'ordre frériste qui règne, mais il y a aussi le fait que, c'est le mot qu'emploie Gilles Kepel, il n'y a pas une frontière étanche, il y a un continuum, et qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont, sans être eux-mêmes des fanatiques, sympathisants du discours islamiste, y compris sur l'antisémitisme. Il faut quand même le dire. Merci beaucoup Emmanuel Razavi. Je rappelle que vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, auteur de nombreuses enquêtes sur le régime iranien et les frères musulmans. Vous collaborez avec Paris Match et Franc-Tireur. Votre dernier livre, Les coalitions de l'ombre, publié aux éditions 6e, où vous révélez les liens entre l'Iran et les organisations terroristes sunnites. Tout de suite, un peu de légèreté. Qui c'est qui l'a dit. Claude est avec nous. Et vous allez voir, il y a du lourd aujourd'hui. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Virginie Calmel. C'est notre vraie voix du jour. Claude, bonsoir Claude. Claude ? Oui. Et vous êtes prêts pour le qui c'est qui qu'il avait déclaré forfait. Non, Claude n'a pas déclaré forfait. Allez, c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Claude, la question est posée, vous avez le droit de répondre au premier, et après c'est la mêlée ouverte avec un arbitrage de Craig Joubert ou de Ben O'Keefe. Vous avez compris si vous êtes amateur de rugby. Vous êtes prêt Claude ? Je suis prêt. Qui c'est qui l'a dit sur la loi immigration ? On est dans l'idée que l'étranger est la menace et que la menace se résout de manière très simple par l'expulsion. On est en train de basculer dans le fascisme. Non, je vais donner ma langue au chat. Mélenchon. Non.
Bompard. Non. C'est pas Mélenchon. Non, c'est pas LFI. C'est pas. Ah, c'est pas LFI. Non. Pas PS. Pas. ELV. On est en Oui. train. Tondelier. Non. Non. Jadot. Bayou. Non. Non. Non, c'est pas leur genre, Jadot. Bayou. Sandrine Rousseau. Un point pour Virginie Calmel, c'est Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, là, on pense jamais elle comme une écolo, en fait. Deuxième question. Qui c'est qui l'a dit? Vous êtes prêts, Claude? Les terroristes ont une envie de détruire notre démocratie. Il faut de la sévérité dans le cadre de l'état de droit. Ça, Non. Ça, c'est mou du genou. Hein. Non. Non, ça, c'est assez mou du genou. C'est un macroniste. Ça, c'est un macroniste. Attal, Attal. Non. Non. Borne. Non. Borne, qui... Darmanin. Non. Dupond-Moretti. Bonne réponse. Elle a été plus rapide, Elisabeth Lévy. C'est vrai, état de droit, on devrait penser au ministre de la Justice. Voilà, moi je me suis dit. Allez. Claude, vous êtes prêts? Qui c'est qui l'a dit? On a revêtu la tunique de Belzébuth à mes collègues en faisant croire qu'ils étaient les amis des terroristes. Ce n'est pas vrai. Oh là là. Ça vient de LFI, non? Oui. Ah. Jadot? Non. Panot. Non. Vous qui êtes de Port-le-Cat, un nom qui est pas très loin de chez vous. Bompard, non. Pas très loin de Port-le-Cat. Perpignan, c'est qui Perpignan, bon sang. Pas loin de Port-le-Cat. J'ai connu un rapatrié là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à côté de Port-le-Cat, du côté de Lézignan? Lézignan, je vois pas. Tu crois qu'on les connaît tous, toi par cœur. Vous donnez votre langue au chat? Alexis Corbière. Ah, Corbière. Les Corbières, c'est à côté de Port-le-Cat. Vous nous mais personne n'a point. Mais non, mais pas la circonscription. Mais non, mais vous l'avez pas dit du tout. Mais non, mais n'importe quoi. Allez, question. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais notre auditeur doit ramener un peu d'état de droit dans cette partie. Question suivante. Tiens, qui c'est qui l'a tweeté sur Darmanin? Il rêvait de faire du Sarkozy. Il finira comme Manuel Valls. Zemmour. Non. Pardon. Non, pardon. Claude. Oui, non. Attendez voir. Non. Il rêvait de faire du Sarkozy. Il finira comme Manuel Valls. Marion? Non. Bardella. Ah non, pas du tout le même bord. Pas du tout le même bord. Fort? Non. Roussel? Fort? Non, vous l'avez dit. Fort, Roussel. Mélenchon? Allez chercher au nord, mais c'est pas Roussel. Au nord, alors. Ruffin? Non. Ruffin? Non. Mais on les a tous faits. L'embaucha? Attends. Eh ben non, c'est trop tard. David Guiraud, député LFI. Oh là là, mais on sait même pas qui est David Vous cherchez Guiraud. les sous-fifres. Vous êtes dur. Qui c'est qui l'a dit sur les élèves représentant une menace? Je vais travailler avec mon collègue de l'Intérieur et de la Justice à des mesures qui permettent de sortir ces élèves de nos établissements scolaires. Claude. Ah bon? Attal? Bonne réponse de Claude. On l'avait tous, On a tout fait pour que Claude ne soit pas Fanny, il y est arrivé. Allez, une dernière question. Moi, je le sais. Hein. Qui c'est qui l'a dit? L'État donne plus d'argent à ceux qui s'opposent aux expulsions, c'est-à-dire aux associations qu'au service de l'État pour faire appliquer la loi républicaine. C'est bien ça. Claude. Non, Marine Le Pen. Non. Bardella. Non. Marlex. Non. Candidat à la présidentielle. Non. Non, il n'est pas candidat. Dupont-Aignan. Bonne réponse d'Elisabeth Lévy. Mais il le fera. Eh ben, Elisabeth Lévy, revenue du Diable Vauvert, 2 points. Virginie Calmels, 1 point. Claude, 1 point. Et Philippe Bilger, Fanny, qui va encore m'accuser de l'avoir. Comme je l'ai dit hier soir, je me greffe sur les 20h. À 18h30, notre coup de projecteur, on parlera de... attendez, je le retrouve. Le coup de projecteur des vraies voix. Hôpital Gaza, sommes-nous dans une guerre de la communication? Claude, on vous retrouve tout de suite. Vous êtes notre vraie voix du jour. On se retrouve avec les vraies voix dans quelques instants. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix qui sont toujours en forme olympique avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Ça va, Philippe? Très bien. J'ai été scandalisé que l'Afrique du Sud ait été lésée comme ça par l'arbitrage.
Philippe David nous fait un infarctus. La provocation vue et revue par Philippe Bilger, vous avez entendu sa voix parce qu'elle est de mon avis, j'en suis certain. Une amatrice de rugby. Virginie Calmels, fondatrice de Futurae, l'école des métiers du futur. Ça va toujours? Ça va très bien, merci Philippe. Et Elisabeth Lévy, qui n'est pas une grande fan de la Coupe du Monde de rugby, directrice de la rédaction de Causeur, mais qui est toujours en forme. Je commence à compatir parce que vraiment, vous m'avez l'air d'être dans un sale état. À 18h30, notre coup de projecteur, on vous pose cette question. Hôpital Gaza, sommes-nous dans une guerre de la communication? On en parlera avec Fabrice Epelboin, enseignant, entrepreneur, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Mais tout de suite, le top clic avec Félix Mathieu, pardon. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et les responsables de la France Insoumise sont vent debout contre une caricature de Daniel Obono. Le dessin de Charlie Hebdo représente la députée de Paris face à des otages israéliens du Hamas. Et ce commentaire écrit en grosses lettres à côté du dessin: Gaza, Israël, la paix c'est possible, la France échange Obono contre les otages israéliens. Levée de bouclier immédiate dans les rangs insoumis. Caricature de Daniel Obono sortie d'une exposition coloniale, écrit son collègue Arnaud Le Gall, qui ajoute: les otages israéliens représentés avec le nez crochu qui pourrait illustrer un livre de Drummond. Vous êtes pas un peu en roue libre, Charlie Hebdo? Dans le même ordre d'idées parmi les réactions, racisme et antisémitisme dans un même dessin, quelle honte, tweet le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Enfin, la présidente du groupe LFI de l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, ajoute: à gerber le dessin de Charlie Hebdo, cela joue tant béni des colonies et signe tranquillement le retour des caricatures racistes et antisémites. Audience toute trouvée avec F de Souche qui partage immédiatement: on ne vous gêne pas les racistes, ajoute Mathilde Panot. Cette caricature évidemment de Charlie Hebdo fait suite à la polémique sur ses propos tenus par Daniel Obono au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio en début de semaine. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Pour vous, c'est un mouvement de résistance? Oui, c'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Alors, pour autant, après la caricature de Charlie Hebdo, l'eurodéputée de la France Insoumise, Manon Aubry, fait plutôt le rapprochement avec une autre controverse, celle liée au dessin de Valeurs Actuelles qu'il a représenté Daniel Obono en esclave, déguisé en esclave. Immonde dessin antisémite, raciste. Ma collègue Daniel Obono, une nouvelle fois ciblée après l'intolérable caricature de Valeurs Actuelles, écrit Manon Aubry. Elisabeth Lévy, vous avez vu la caricature? D'abord, il faut se réjouir que les insoumis se préoccupent d'antisémitisme. Je crois que on les entend pas si souvent sur ce sujet. J'en suis tout à fait charmé. Non, alors c'est intéressant parce que vous avez vu le dessin. Alors oui. C'est vrai que j'ai regardé. C'est vrai que les Juifs faisaient un peu caricature d'avant-guerre. Sauf que si vous voulez, en fait, ce dessinateur, on va pas interdire les gros nez dans les caricatures, en fait. Et il dessine tout le monde avec ce nez-là. Il fait des nez comme ça à tout le monde. Quant à celle de Daniel Obono, dont on a lu partout qu'elle était négrophobe, si vous voulez, non, c'est pas, elle ne caricature pas, elle caricature Daniel Obono, parce qu'une caricature, c'est une caricature. Moi, on a déjà fait des caricatures de moi, j'étais pas Jojo, si vous voulez. Donc, et c'est même le principe. Donc, les susceptibilités, les contre-feux, voilà. Je vois pas où elle racisme. Mais il y a des choses iconiques qu'on peut pas faire. Vous pourriez pas employer un pyjama rayé, mais moi, je vous assure, il faut faire attention, même. Je le dis, arrêtez aussi de voir de l'antisémitisme partout. On a le droit d'arracher le talon à un gros nez. C'est le texte. En plus, l'idée d'échanger Daniel Obono contre des otages sous forme de blague, c'était. Mais moi, je suis assez d'accord. C'était une bonne blague. Qui sème le vent récolte la tempête. Franchement, les propos de Daniel Obono ont tellement choqué, je crois, à peu près tout le monde que, voilà. Moi, je suis pas fan de caricatures en général, mais là, franchement. Il paraît qu'on n'a jamais connu un tel nombre de vues. Ah oui, je crois qu'on est à 13 millions, il me semble. On n'a jamais connu ça. 13 millions, c'est énorme. Dans les autres top tendances, Félix, ce soir, on retrouve Benzema en première position. Et oui, la suite de ces propos de Gérald Darmanin qui persiste et signe hier soir en demandant aux footballeurs de lui prouver qu'il a tort, lui qui voyait des liens avec les frères musulmans de la part de Benzema. Autre tendance, Allahu Akbar, deuxième sujet polémique lié à ces cris hier, place de la République, lors d'une manif de soutien à la Palestine, vous en parliez. Et puis les Alpes-Maritimes aussi parmi les sujets discutés, évidemment. Bon, les Alpes-Maritimes qui échappent
échappe au pire 3 ans après la tempête Alex. Des dégâts matériels, en tout cas, par exemple, ce pont provisoire ou ces bus emportés par les flots. Merci Félix Mathieu. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur un sujet qui ne fait pas assez le buzz à mon avis et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Le week-end dernier, à l'hôpital Victor Dupuy d'Argenteuil, un délinquant sexuel connu des services de police est soupçonné d'avoir agressé sexuellement 2 femmes âgées de 93 et 95 ans. Comble du malheur, la femme de 93 ans, frappée de démence, est décédée dans les heures qui suivaient. Le suspect a été interpellé, présenté à la justice, mais il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire pour être jugé le 10 novembre prochain par le tribunal judiciaire de Pontoise pour agression sexuelle sur une personne vulnérable. Alors, pour le moment, il ne serait pas avéré que le décès d'une des 2 victimes soit la conséquence de l'agression sexuelle dont elle a été victime, mais un tel laxisme judiciaire me donne la même envie que donne cette agression contre 2 mamies sans défense, une irrépressible envie de vomir. Vous êtes d'accord avec moi, Philippe Bilger ? Vomir, pas forcément, mais en tout cas, vous avez totalement raison pour votre indignation. Et sur le fait que, moi j'en ai entendu parler très tard. Oui. Très tard, ça date. Alors c'est vrai qu'il y avait une actualité assez lourde, mais quand même, moi, je crois que j'ai entendu parler de cette affaire avant-hier seulement. Virginie Calmel, ça vous choque ? Oui, et puis alors le laxisme, n'en parlons pas. Et puis une fois encore, on n'en a pas, ça n'a pas défrayé la chronique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'habitue à l'horreur. On est sur des faits divers qui sont quand même hallucinants, et on s'habitue. Et la justice ne se saisit pas à la hauteur de ces faits divers. Tout de suite, vos tours de table de l'actu des vraies voix. Lequel sera le vôtre, Philippe Bilger ? J'ai envie de défendre Boyard. Elisabeth Lévy. Alors là, attention, c'est moi qui fais Philippe Bilger. C'est moi qui fais une crise cardiaque. En général, quand ça commence comme ça, je pense que Boyard va se dire qu'il se passerait bien d'une telle défense. Mais bon, moi je vais revenir sur quelques aspects de l'affaire Benzema. Et vous, Virginie Calmel ? Les universités américaines, où maintenant, si on est blanc, on est raciste. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix de Sud Radio. C'est pas vrai ? Sud Radio. Heureusement qu'on n'entend pas nos conversations. Virginie Calmel et Elisabeth Lévy, c'est l'heure des tours de table de l'actualité. À table avec nous. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi je veux du féroce actualité. C'est récente cette table à des coups. Pardon ? Ah non, c'est intelligent. Bon, mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, vous avez failli causer une crise cardiaque, vous l'avez dit à Virginie Calmel, vous allez défendre le député insoumis Louis Boyard. Pas seulement lui, mais j'ai appris qu'un certain nombre de députés LFI font l'objet de menaces de mort, d'intimidation. Des familles sont harcelées, des coups de téléphone la nuit, et je trouve ça totalement scandaleux, et je me fais un plaisir, une sorte de volupté amère à défendre Louis Boyard et les députés LFI, parce que je ne voudrais pas précisément être comme eux, approuver les dysfonctionnements et les insultes et les injures qui vont sur les adversaires politiques. Je me fais vraiment un plaisir d'être objectif et de défendre Louis Boyard. C'est vrai qu'on ne peut que défendre les victimes d'appels anonymes, menaces de mort, etc. Mais défendons tous les élus, il n'y a pas que Louis Boyard. Et franchement, il y en a dans tous les camps. Et même les non-élus. Hein. Et globalement, c'est devenu, effectivement, il y a une ascension dans la violence, dans l'intimidation, dans la menace. Mais lui, il a déposé plainte, Virginie, c'est pour ça que... Oui, mais c'est vrai que bon, si on repense à ce qui est arrivé à Vincent Jeanbrun pendant les émeutes, il y a beaucoup d'élus, à la maire de Pontoise aussi, Stéphanie Verneuve et ainsi de suite. Il y a beaucoup de violence aujourd'hui sur les personnages publics et a fortiori sur les élus. Donc moi je suis d'accord avec Philippe, mais dans son ensemble, pas que Louis Boyard. Non mais Louis Boyard moi je trouve que Philippe a parfaitement raison, parce que beaucoup de gens se disent ça n'est jamais que la monnaie de leur pièce, vu qu'ils passent leur temps à pratiquer l'invective, la menace voilée, l'insulte et tout ce qu'on veut. Le bruit et la fureur, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais Philippe, donc c'est pas exactement dans le grand... si vous voulez, ces insultes ne s'inscrivent pas exactement seulement dans le mouvement de violence contre les élus. Elles sont spécifiques, elles sont politiques, elles sont liées aux positions... Pardon, oui, mais on parle du moment. Elles sont liées aux positions de LFI en ce moment, et elles sont évidemment inacceptables, d'autant plus, et en plus politiquement stupides, parce que c'est vraiment pas la peine de leur donner les moyens de se draper dans leur toge de martyr, qui leur va très mal. Il n'y a aucune raison de lui donner le knout, hein, à Boyard. Effectivement. Je rappelle que le knout, c'était la manière de fouetter sous la Russie tsariste. Oui, oui. Elle est trop subtile, ça. Mais tout le monde ne le sait pas chez les auditeurs, Philippe Bilger.
Permettez-moi de vous... Oui, tout le monde ne le sait pas. Ah oui, tout le monde ne sait pas ce qu'est le Knut. Qui pourrait être moins cultivé que vous. Bon, la prochaine fois, j'en prends un de Knut, moi, pour faire régner l'ordre. Philippe Bilger va adorer ça. Elisabeth Lévy voulait parler du tweet de Jean-Luc Mélenchon sur Karim Benzema. J'essaie de le retrouver, vous l'avez pas sous le... Bon, Jean-Luc Mélenchon a fait un long tweet s'adressant à Karim Benzema. Cherche-le pendant ce temps-là. Oui. S'adressant à Karim Benzema sur le thème, il y a des gens méchants qui disent que vous n'êtes pas vraiment français, mais moi... En gros, Jean-Luc Mélenchon est très malin, il sait que Karim Benzema, c'est une figure très populaire. Je pense d'ailleurs, même si sur le fond, je pense que Gérald Darmanin a raison, que ça n'est pas de bonne politique quand un ministre se met à ce niveau-là, il n'a pas... Vous voulez que je lise le tweet ? Allez-y, lisez-le, merci. Bonjour monsieur Benzema, je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot, mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Ils vous traitent de français de papier, avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots. Vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse, petit-fils de gens traités eux aussi de français de papier par les pétainistes qui retiraient leur papier à ceux qui étaient français depuis moins de 10 ans. Je sais que la France appartient à tous ceux qui la choisissent. Ceux qui nous insultent ne la méritent pas. Fin de citation. Donc, ça rejoint un peu déjà ce que disait Philippe tout à l'heure à propos de Madame Diaye, c'est-à-dire, il joue évidemment sur tous les tableaux, il joue sur la popularité de Benzema et en plus il fait genre moi je suis avec vous, excellent coup quand on veut draguer l'électorat notamment des quartiers et pas que la jeunesse. C'est un excellent coup. C'est pour ça que je pense que Gérald Darmanin a pas été de fort bonne politique, même si vous voulez, je pense que beaucoup de déclarations de Benzema, ses retweets, etc. sont juste vraiment très problématiques pour le dire vite. Mais en fait tout ça est de votre faute. Pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à s'empailler sur un footballeur, est-ce qu'il est ci, est-ce qu'il est ça? C'est de votre faute. Je me tourne vers vous deux, là, les deux, Philippe. Parce que vous faites partie de ces gens qui passent leur temps à expliquer que oui, les footballeurs sont des modèles pour notre jeunesse, etc., etc. Alors moi, je suis désolé, le football, ce communautarisme, ce qu'on voit en permanence, c'est des violences, c'est des affaires de fric. J'en ai ras-le-bol d'entendre parler des valeurs du sport et j'en ai surtout ras-le-bol d'entendre stariser, si vous voulez, des gens qui jouent certainement très bien au football, mais qui, à ma connaissance, ne sont quand même pas des maîtres à penser. Donc maintenant, c'est de votre faute. Voilà. Surtout la vôtre, d'ailleurs, Philippe. Virginie Kelmels, défendez-moi. Non, vous êtes d'accord avec ce que dit Elisabeth Lévy ? Qu'on a trop starisé les footballeurs et entre autres, c'est pas les seuls, parce que certains acteurs qu'on prend pour des maîtres à penser, c'est pas terrible non plus. Non, mais je suis d'accord, mais en même temps, il faut être pragmatique. La réalité, c'est regarder le nombre de followers qu'ils ont. Ils sont devenus... c'est en millions. Voilà, bien sûr, et ils sont devenus, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, malheureusement des maîtres à penser. C'est pour ça que je reste convaincue qu'ils ont une responsabilité, qu'ils doivent en être conscients quand Mbappé, que par ailleurs je trouve un formidable joueur, mais s'émeut du pauvre Naël, du petit ange, il doit mesurer la responsabilité qu'il a, notamment parce que il aujourd'hui est suivi par de très nombreux petits Français qui sont eux des anges. Philippe Bilger. Mais une idée à laquelle elle tient beaucoup, mais elle devrait diviser son accusation. Moi, je n'ai jamais surestimé les footballeurs. Moi non plus. Si. Et je les ai jamais pris pour des maîtres à penser. D'accord. Bon, alors je retire, c'est parce que vous aimez trop le sport, mais ça, je peux vous le pardonner. Parce que, mais il y a beaucoup de gens qui le font, vous savez. On s'est souvent disputé. Moi, je me suis souvent disputé avec Pascal Pro là-dessus, parce qu'il n'y a rien qui m'énerve autant, si vous voulez, que de cette idolâtrie, les idoles du stade, ça va bien. Mais je suis de votre avis. Donnons à la jeunesse peut quand même avoir des modèles, d'autres modèles que des footballeurs. On a les admirations qu'on peut. Vous avez fait de moi un bouc émissaire. Oui, c'est vrai. Tant que c'est pas une chèvre émissaire, ça va. Dans quelques instants, votre tour. Vous avez des troubles de genre. Votre tour de table, Virginie Calmel, ce sera. Eh bien, aux États-Unis, dans les facs, aujourd'hui, être blanc, c'est être raciste. Et à 18h37, notre grand débat, un bombardement israélien, excusez-moi. Hôpital Gaza, sommes-nous dans une guerre de la communication? Venez réagir au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Virginie Calmels. Il y a quelques instants, Philippe Bilger, dans son tour de table, nous parlait du député Louis Boyard, Elisabeth Lévy, de Jean-Luc Mélenchon et Karim Benzema. Et Virginie Calmels voulait nous parler de la situation alarmante des universités américaines où le wokisme est toujours plus fort. Oui, c'est toujours alarmant parce que la France, souvent, a ce qui se passe aux États-Unis en décalage, vous voyez. Donc, j'aimerais pas que ça arrive dans nos facs. En fait, là, à la rentrée, alors parce que la majorité des professeurs sont blancs et dans certains collèges qui sont publics, enfin collèges au sens anglo-saxon, donc des facs, voilà, des universités, on a une majorité de gens donc issus, on va dire, de certaines communautés. Il y a soi-disant, pour une volonté antiraciste, une circulaire qui impose aux professeurs majoritairement blancs de se remettre en cause. Et si vous dites que vous n'êtes pas raciste, alors là c'est encore pire parce qu'on considère que vous êtes mécaniquement dans le déni, puisque être blanc est considéré comme on va dire une suprématie dont les professeurs useraient et abuseraient. On remet en cause la méritocratie, considérant que si vous êtes pour la méritocratie, ça veut dire qu'une fois encore vous êtes un raciste qui veut opprimer les minorités qui sont scolarisées dans l'université. Donc on arrive à quelque chose qui est quand même fondamentalement inquiétant. Alors certains professeurs sont quand même émus, mais c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en train d'expliquer qu'au fond, être blanc, c'est être raciste, qu'on le reconnaisse ou pas, c'est finalement opprimer ceux qui ne le seraient pas. Donc ça m'a particulièrement alertée. Je trouve que c'est terrifiant et surtout derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va jusqu'aux sanctions parce qu'on considère qu'il faut rééduquer leur propre pensée. Donc vous voyez que ça va très très loin et aujourd'hui la question qui va se poser, c'est qui va vraiment encore avoir envie d'être professeur. Elisabeth Lévy. Très vite, d'abord, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui ont fait eux-mêmes acte de repentance, check your privilege, you know, j'ai des privilèges et qui sont mis genoux à terre en disant pardon, j'ai péché. Et puisque la situation que vous décrite est tout à fait contenue dans le mot racisé. Car en fait, le mouvement woke chez nous divise le monde entre racisés, qui ne pourraient pas être racistes, bien sûr, et racistes. Donc tous ceux qui ne sont pas racisés, c'est-à-dire chez nous ceux qui ne sont pas arabes, noirs ou asiatiques, pour aller vite, eh bien ceux-là sont racistes. Donc c'est décourageant. Ma chère Virginie, je vous reproche quelque chose, vous m'avez plombé le moral, je me sens coupable d'être blanc. Donc, et d'être un homme en plus. Heureusement, un mâle blanc. Oui, ça, pas que blanc, c'est pire. Pas tendance. Non, là, franchement, le mâle Philippe blanc prend très cher. Philippe, vous avez beaucoup de fautes à expliquer. J'ai de tard, absolument beaucoup de tard. Et français aussi, c'est pas terrible. Dans quelques instants, le coup de projecteur des vraies voix, polémique autour de l'hôpital Al-Ali de Gaza City, alors que le Hamas déplore 471 morts. Un haut responsable du renseignement européen ne chiffrerait le bilan qu'à une dizaine de victimes. D'ailleurs, le New York Post en a fait sa une. Donc, nous sommes en compagnie de Fabrice Epelboin, enseignant, entrepreneur, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Bonsoir. Bonsoir. C'est un classique de toutes les guerres, la bataille de la communication. C'est un classique depuis plus d'un siècle. La première itération, c'est après l'élection de Wilson en 1916, président des États-Unis sur un programme pacifiste, Édouard Bernays, qui est le père de la communication, les relations publiques et la propagande, qui l'aidera à retourner l'opinion publique, et les USA s'engageront dans la Première Guerre mondiale l'année suivante, en 1917. Vous sommes-nous dans une guerre de la communication? C'est notre coup de projecteur des vraies voix. Pour le moment, sur Twitter, vous êtes 97% à dire le oui. Venez d'en débattre avec nous au 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Virginie Calmels. Une explosion dans un hôpital de Gaza a provoqué des manifestations dans les capitales des pays musulmans cette semaine. Un bombardement israélien, affirmait le Hamas, évoquant des centaines de morts. Un accident de roquette du djihad islamique, affirmait au contraire l'État hébreu. Version accréditée par le président Biden, le New York Post et également aujourd'hui par des spécialistes militaires européens. D'où cette question, sommes-nous dans une guerre de la communication? Pour le
moment, vous dites oui à 97%. Avec nous pour en débattre, Fabrice Epelboin, enseignant, entrepreneur et spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Philippe, on fait un tour de table et on redonne la parole à notre expert, Philippe Bilger. Alors, comme on l'indiquait lors de la pause, où souvent les propos les plus pertinents sont tenus, la bataille de la communication a toujours existé et notre invité l'a confirmé d'une certaine manière. Moi, ce qui me frappe, et je me permets de poser la question en même temps, à la fois il y a une bataille de la communication aujourd'hui peut-être plus intense que jamais, mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'on a en même temps, on a le moyen d'y remédier le plus rapidement possible. C'est-à-dire que la manipulation peut être aujourd'hui suivie tout de même par la démonstration de la vérité. Il me semble que dans le cas que vous évoquez, il n'y a plus l'ombre d'un doute sur le fait que ça n'est pas Israël qui a visé ce parking où il y a eu peut-être 10, 20 morts de trop, bien sûr, mais pas 400. Elisabeth Lévy. Oui, alors ce qui est terrible, c'est que vous avez une grande partie, disons, de ce qu'on appelle la rue arabe, y compris chez nous, qui vit à l'ère de la post-vérité. Vous pourrez leur présenter tous les éléments que vous voudrez. Ces gens vous expliqueront que c'est des manipulations des médias, etc., etc. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire que la vérité, même quand on a des preuves, disons, même si à l'heure de ChatGPT, je comprends, toute preuve peut être suspecte, mais malgré tout, j'y reviens en une minute. Et donc, ça, c'est un problème, mais c'est même un problème terrifiant, parce que la vérité n'a plus d'importance. Mais là, on a, sur cette histoire de Gaza, moi, je l'ai suivi depuis le début, depuis le moment où ils ont frappé, j'ai suivi les communications de l'armée israélienne et de beaucoup de gens. Il n'y avait pas que l'armée qui... Et très vite, il était au moins obligatoire d'avoir des doutes. Or, c'est une faillite des médias. C'est une faillite, excusez-moi, je vais pas les citer, mais il y a des médias français qui, à 20h30, ont titré 500 morts dans une frappe israélienne sur Gaza. Si vous voulez. Alors, bien sûr, les Israéliens pourraient mentir, mais d'abord, il se trouve qu'il y a 5000 journalistes occidentaux dans le sud d'Israël et que les roquettes, ça se voit, vous les voyez passer. Donc, malgré tout, il y avait des gens sur place. Par ailleurs, ils ont montré, ils ont filé un enregistrement d'une conversation entre des gens du Hamas qui prouve que eux, au moment où ils accusaient Israël, ils le savaient. C'est vraiment une manipulation dégueulasse, si vous voulez. Et pour terminer, j'ajoute qu'au moment où le bilan a baissé et où il est apparu que c'était pas Israël le coupable, ça a tout d'un coup beaucoup moins intéressé ces masses de manifestants, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose là, mais moi, je dirais que c'est les médias qui doivent vraiment, ce qu'ils ont fait n'était vraiment pas bien. Sans la moindre vérification. Je suis d'accord avec ce que vient de dire et Philippe et Elisabeth. Il y a quand même un sujet, c'est qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de journaliste aujourd'hui capable de reporter de Gaza de la vérité des faits. En revanche, il y a beaucoup de journalistes du côté d'Israël et que c'est quand même fou que la presse française, mais pas que, se saisisse aussi vite et sans aucune vérification d'une information alors qu'on sait. Explosive, et d'ailleurs, 97% de vos auditeurs répondent de façon évidente à cette question qu'il y a une guerre de l'image. Donc mécaniquement, c'est le premier qui tire, y compris une fake news, qui l'emporte. Et je pense que dans cette affaire de l'hôpital, les dégâts sont considérables. Parce que malheureusement, même si dans les jours qui suivent, on démontre toute la manipulation, c'est toujours la première information qui est la plus marquante. Donc ça veut dire que dans cette guerre de l'image, malheureusement là, aujourd'hui, elle est en défaveur d'Israël, parce que beaucoup de gens, et beaucoup, regardez le nombre de personnalités qui se sont immédiatement... On parlait tout à l'heure du monde du sport, mais pas que, c'est-à-dire des personnalités publiques qui immédiatement rebondissent là-dessus, un peu rapidement quand même, pour immédiatement dénoncer le vilain Israël qui aurait créé des morts dans un hôpital à Gaza. D'ailleurs, on les a pas beaucoup entendus, les mêmes, critiquer ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc là, c'est non seulement une guerre de l'image, mais une guerre de la rapidité, parce que malheureusement, on est dans un monde où il n'y a pas de vérification des infos au moment où elles paraissent, y compris dans des médias, et je rejoins ce qu'a dit Elisabeth, que ça, sur les réseaux sociaux, que ça s'emballe, mais dans des médias qui sont censés être sérieux, c'est un peu inadmissible. Fabrice Epelboin pour répondre à nos trois vraies voix.
Alors d'abord, c'est effectivement une faillite du journalisme et c'est assez inquiétant et particulièrement anxiogène dans la mesure où notre démocratie est plus que fragile et ça en est quand même un pilier. Ensuite, on pouvait commencer à faire une analyse assez sérieuse dans les heures qui suivaient ce bombardement, la taille de l'impact de supposés missiles, son positionnement qui n'était absolument pas compatible avec 500 morts et il était assez aisé pour les gens habitués à faire ce qu'on appelle de l'open source intelligence, de l'OSINT, de comparer l'impact de ce missile avec l'impact d'autres missiles qui, eux, venaient très clairement d'Israël et qui n'avaient absolument pas du tout la même taille. Et donc on pouvait à minima remettre très clairement en question la version communiquée par le Hamas dès les premières heures. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Par ailleurs, pour ce qui est de l'ère de la post-vérité, il faudrait quand même souligner que tout le monde navigue dans cette ère et qu'aujourd'hui, que ce soit des simples citoyens, des militants ou malheureusement des journalistes, tout le monde pousse la version qui arrange son narratif, quels que soient les camps. Philippe Bilger. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu de ce type d'événement, le journaliste lui-même n'est pas un peu contraint de travailler avec des experts et des spécialistes? En général, je suis pas fanatique des experts et du label qu'on leur donne trop volontiers. Mais par exemple, dans cette affaire, à votre avis, est-ce qu'un journaliste intrinsèque avait la capacité de voir la vérité, ou est-ce que il était obligé de s'entourer des avis de techniciens et d'experts? Malheureusement, on a le cas de la BBC qui a rapporté cette fake news et la BBC intègre depuis au moins 10 ans des experts en open source intelligence qui normalement auraient dû permettre d'éviter un tel écueil. Donc c'est malheureusement pas la solution universelle. En tant qu'expert ou traditionnellement, mon champ d'intervention n'est pas la guerre, mais les technologies et des champs qui prêtent beaucoup moins à confusion, on nage aussi en France dans les fake news concernant les technologies, que ce soit les propositions fantaisistes comme par exemple celle d'interdire les VPN, qui serait une catastrophe en termes de cybersécurité, ou de faire sauter les protections des réseaux chiffrés de bout en bout, qui serait également une catastrophe en termes de sécurité, ou bien encore les dernières régulations sur la crypto. On nage en pleine fake news et les journalistes ne font pas appel à des experts avant de balancer des informations. La consommation énergétique des technologies, qui est une ritournelle qu'on entend systématiquement, c'est quasi exclusivement des fake news. Oui, moi, je voudrais vous parler des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on a vu au début, le 7 octobre, d'habitude, si vous voulez, dans la guerre de l'image, en général, les gens qui commettent des turpitudes essayent de les cacher. Et sans faire de comparaison, bien qu'on puisse la faire en l'occurrence, les nazis voulaient cacher leurs crimes. Ils ne voulaient pas que ça se sache. Je veux dire, les gens du Hamas, dans un premier temps, se sont filmés, parce que tuer des juifs, c'est bien, ça fait de vous un héros. Donc ils se sont filmés en faisant leurs horreurs. Hein. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que depuis, il y a une profusion d'images et on peut être pris dans tout à fait de bonne foi. Hier, je crois, Libé a publié dans les photos la photo d'une petite fille, et il s'avère en fait que cette photo et c'est apparemment une intelligence artificielle qui les aide à choisir leur photo qui a fait l'erreur, que cette photo était celle d'une petite fille dans un tremblement de terre qui n'avait strictement rien à voir avec la guerre en Turquie. Je vois sur les réseaux, moi, des images, si vous voulez, en fait, sauf à regarder la source, c'est très difficile de savoir si elles sont réelles, si elles parlent bien du fait parce que très souvent des images sont réutilisées. On vous sort des images de 2014 des autres guerres de Gaza, Israël, qui n'avaient pas du tout commencé par un 7 octobre de la même façon. Donc, je pense que même pour les gens très honnêtes, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui avec cette circulation d'images. Fabrice Epelboin. C'est non seulement très compliqué, mais l'état des technologies en matière d'intelligence artificielle fait que vous pouvez générer à peu près n'importe quoi, et d'ici moins d'un an, vous pourrez même générer des images animées qui seront absolument impossibles à distinguer de la réalité. Et donc on va vers un monde, et on y est déjà à moitié, où l'image ne sera plus un facteur de preuve. Il faudra trouver d'autres approches, et d'une façon générale, notre rapport à la vérité, qui date de saint Thomas, je crois ce que je vois, est sur le point de s'effondrer. Donc il va falloir reconstruire quelque chose
on va passer par une période de très Non mais forte c'est turbulence. terrible, imaginez quelqu'un qui imagine une fabrique une vidéo de quelqu'un de connu en train de brûler un Coran ou de faire un truc pareil. Vous mettez ça sur les réseaux, ça bien crée- sûr. Bah oui. Non mais c'est hyper dangereux. Hein, C'est hyper drôle. Virginie Calmel, qui en connaît un rayon sur les nouvelles technologies d'ailleurs. Oui, mais je pense, alors vous le savez, comme j'ai une école, je suis particulièrement sensible à ça. Je pense qu'il faut absolument changer les méthodes d'enseignement et surtout de développement de l'esprit critique chez nos jeunes. Ça va être fondamental puisque on le sait déjà, l'IA est capable aujourd'hui de faire parler une personnalité, effectivement, quelle qu'elle soit, en reconstituant sa voix et du coup, ce sera imperceptible pour le grand public de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, on va être obligé de rentrer effectivement dans un développement d'une forme de paranoïa de la vérité, de savoir si oui ou non on n'est pas en train de face à des fake news ou carrément à des manipulations grossières. Et pour ça, ça va pas être simple. C'est pour ça que je pense qu'il faut s'attaquer dès maintenant et dès le plus jeune âge. Et je pense à nos enfants, vraiment à de l'éducation, à du recul, de la prise de recul, de l'esprit critique. Et alors qu'on est dans un monde de l'immédiateté et de l'extrême rapidité, au contraire, et notamment les médias traditionnels devraient se démarquer justement en disant stop, on analyse, on vérifie et ensuite on publie pour se redonner, à mon avis, un avantage concurrentiel par rapport aux millions de conneries qui vont circuler sur les réseaux ou sur toute source. Non, vous avez dit que c'était la première image qui l'emportait. Donc qui l'emporte si on prend malheureusement. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le premier qui tire, qui malheureusement gagne cette campagne de la communication, mais qui est dramatique puisqu'en fait c'est de la désinformation. Et je pense que les médias traditionnels, de toute façon, ils disparaîtront s'ils rentrent dans cette dans cette guerre de l'immédiateté, parce que ça les décrédibilise complètement. Libération va s'excuser, tel journal va s'excuser, sauf qu'au bout d'un moment, c'est leur crédibilité totale qui s'effondre, et qui sera prêt à payer pour une information qu'on considérera comme totalement fausse. Donc je pense que il faut impérativement que les médias traditionnels se saisissent d'un contrôle qualité et donc luttent contre cette immédiateté et cette volonté de sortir immédiatement une info qui se révèle fausse. Le mot de la fin en 20 secondes, Fabrice Epelboin. J'ai peur que les médias soient déjà en faillite. On est dans le pays qui recueille de moins de confiance vis-à-vis de leurs médias. Il y a, selon les dernières études Reuters, 20% de la population qui a confiance envers ces médias. C'est l'un des scores les plus faibles de la planète. Là-dessus, la messe est dite, pour ainsi dire. Merci beaucoup Fabrice Epelboin d'avoir été avec nous ce soir, enseignant, entrepreneur, spécialiste de l'influence sur les réseaux sociaux. Merci à tous les trois, merci Philippe Bilger. Merci. À lundi. À lundi, avec Cécile de Ménibus bien évidemment, qu'on embrasse. Merci Elisabeth Lévy. Je me demandais comment je vous ferais agir dans une vidéo fabriquée. Qu'est-ce que je ferais de vous? Philippe se ferait simple. Elisabeth. Je ne ferai pas parler de sport. Je lui ferai dire des choses remarquables. Ça changerait. On verrait que c'est pas vrai. Merci Virginie Calmel. Merci beaucoup. Je vous ferai dire du bien des femmes.